Peux-tu te présenter? Bonjour, Kem, je m'occupe de la programmation du Festival des Eurocaines. Bonjour, je suis Jean-Paul Roland, je suis Dirlo. Comment situez-vous le festival suite aux éditions précédentes? C'est vrai que c'est peut-être une édition assez particulière, je pense, mais dans le milieu général de la production et du spectacle vivant. Parce qu'on peut se dire maintenant enfin que les effets de la pandémie sont derrière nous, mais ils ont amené quand même pas mal d'interrogations, notamment sur ce qu'on appelle la génération Z. C'est celle qui est née de 97 à 2004, dont effectivement il y a beaucoup d'études en ce moment qui montrent que finalement la pandémie a peut-être changé leur pratique, notamment de la consommation du spectacle vivant. Et nous, par exemple, cette année, on monte une étude, ce qu'on appelle une étude des publics, Cali et Canty, avec le CNRS, pour effectivement savoir un peu quel est notre public. Alors, on n'est pas non plus là pour faire des statistiques marketing, etc., mais on draine quand même pas mal de public, entre 120 et 130 000. Puis c'est intéressant aussi de savoir un peu qui est notre public, est-ce qu'il est diversifié, est-ce qu'il est local, qu'est-ce qu'il dépense, qu'est-ce qu'il va voir, etc., etc. Comment se passent les bookings? En fait, si tu veux, au niveau du booking, effectivement, il y a beaucoup de propositions, d'offres pour peu de festivals sur un week-end, enfin pour beaucoup de festivals. Si tu veux, sur un week-end, malheureusement, un week-end comme celui des Eurocaines, par exemple, tu as peut-être, je sais pas, une quinzaine de festivals majeurs. Donc forcément, les enchères montent, les enchères grimpent. On a de la chance toujours d'être bien placé. On a la chance toujours d'avoir aussi un historique qui fait pour nous. Si tu veux, les Eurocaines sont quand même installées dans la carte des festivals européens. Ce qui fait que on bénéficie de ça, mais c'est pas évident. Il y a des festivals chaque année, il y a des nouveaux festivals qui naissent, aussi bien en France qu'en Europe, et des fois qui arrivent tout de suite avec des velléités entre guillemets, mais avec des envies tout de suite d'être très gros. C'est-à-dire de commencer tout de suite à 20, 30 000. Donc forcément, ça en rajoute un dans la carte des festivals. Donc la musique aussi, elle s'est mondialisée, et l'offre aussi, elle est devenue multiple, quoi. Donc effectivement, les Eurocaines mettent en avant leur historique, le fait qu'on connaisse quand même bien les agents et les agences depuis longtemps, le fait aussi que les prix sont abordables. Les festivals en Angleterre, c'est le double, etc. On est encore en France dans des prix qui sont, on va dire, plutôt corrects, même si ça paraît peut-être encore cher pour certains. Comment faites-vous aujourd'hui pour programmer autant de têtes d'affiche que lors des éditions passées? Si tu compares par rapport aux années 90, les Eurocaines des années 90, déjà, il y avait très peu de festivals de plein air. Au niveau européen, au niveau français encore pire, je crois que c'était un des seuls, tu vois. Donc forcément, il a bâti un peu sa réputation sur le fait que c'était le seul, c'était les précurseurs là-dessus, ils étaient sur un créneau. Après, il est arrivé beaucoup de concurrence, les Eurocaines tiraient toujours les épingles du jeu, mais après, arrivait une concurrence. Tu vois, des pays de l'Est beaucoup, comme dit Jean-Paul, ça s'est mondialisé. Les États-Unis, qui avant n'étaient pas vraiment une terre de festivals, il y avait très peu de festivals, qui étaient plutôt des festivals, on va dire, qui étaient très identifiés sur des niches musicales. Maintenant, les États-Unis sont une grosse terre de festivals également, très friands. Ce qui fait que, plus l'Asie, enfin, il y a une concurrence qui est vraiment mondiale, quoi. Donc, ce qui fait que, on arrive encore à attirer des grosses têtes d'affiche. La preuve, on a quand même encore accueilli Muse récemment, les grosses têtes d'affiche internationales. On a accueilli David Guetta cette année. On y arrive toujours. C'est compliqué. C'est compliqué et c'est là que la force des Eurocaines, l'historique des Eurocaines joue toujours. Parce que les agents, quand ils viennent aux Eurocaines, ils savent qu'ils vont être bien accueillis. Ils savent que techniquement, ça va le faire aussi. Et ils savent qu'ils sont sur un site remarquable. Et pour compléter, il faut aussi parler un peu du C'était mieux avant. Le C'était mieux avant, il existera tout le temps. C'est le principe même de la nostalgie. Il faut aussi avoir une lecture, il faut se replacer à l'époque. Quand vous êtes venu, vous êtes vu passer devant toutes les affiches des Eurocaines. Il y avait aussi des groupes dont maintenant on pense que c'est des stars et qui faisaient pas beaucoup de monde, qui n'avaient pas la même notoriété que maintenant. C'est ça aussi qu'il faut regarder. Il y a des groupes qui font des stades maintenant qui ne faisaient pas de stade avant. Après, c'est à nous, dans la programmation, et c'est vraiment la programmation aux Eurocaines, ça se fait, je dirais pas douloureusement, mais ça se fait en discutant beaucoup réellement parce que
On a envie vraiment de proposer quelque chose qui nous ressemble, quelque chose aussi qui est un peu dans l'air du temps. Si je prends Guetta, il y a, je sais plus, c'était il y a au moins 10 ans, enfin peut-être 8 ans. Même 20 ans. Non, mais qui nous avait demandé. Même il y a 20 ans. Voilà, il nous avait demandé de venir. Bon, à l'époque, nous, on ne pensait pas que c'était dans l'esprit des Eurokéennes comme on l'imaginait. Cette programmation, elle ne se fait pas mécaniquement, quoi. Elle se fait aussi effectivement avec des influx extérieurs dont a parlé Ekem, mais aussi avec nos coups de cœur. Voilà, on a trippé sur Gel, par exemple, un groupe américain de hardcore. On en a parlé longtemps, quoi. Enfin, je veux dire, alors que c'est un petit groupe. Bon, voilà, c'est quand même un truc pour nous, en tout cas, à la fois d'artisans et de passionnés dans un milieu très industriel. Soutenez-vous l'émergence et la diversité musicale ? Oui, puis c'est surtout une mission. Nous, on a cette mission-là, c'est que actuellement, les gens sont quand même plus attirés par des événements type Stade de France, Blockbuster et tout ça, plutôt que par la découverte. Donc les derniers endroits, finalement, on va dire un peu de découverte, facilités par la proposition multiple, ça reste les festivals. Donc c'est ça notre mission. Notre mission, c'est qu'effectivement, un groupe qui pourrait peut-être faire 50 personnes à la Poudrière, peut-être va en faire 5000 aux Eurokéennes. Donc c'est ça sur lequel on travaille, sur lequel Kem s'évertue à trouver les bons placements pour que ces nouveaux groupes, qui sont quand même, voilà, on est toujours attirés par l'effervescence de la musique populaire. C'est notre mission. Pourquoi consacrer un jour complet à une tête d'affiche ? Si on prend l'exemple par exemple d'Indochine l'année dernière, si on avait dû le faire dans une journée normale, techniquement c'était impossible. On n'y arrivait pas, c'était pas possible, vu avec leur proscenium devant, là, leur avancée de scène, plus l'écran qui tenait toute la scène, les groupes devant n'auraient pas pu jouer. Donc voilà, on pouvait faire que des petits groupes devant, donc le mettre dans une journée normale, techniquement c'est impossible. De plus, ce type de groupe maintenant, que ce soit Indochine, David Guetta, ils ont tendance à vampiriser un peu une journée aussi. C'est-à-dire que les fans vont venir voir ça, et je ne suis pas sûr après que ça brasse vraiment sur les autres scènes. Donc ça paraissait quand même assez idéal de les faire là. Et puis après, il y a l'aspect financier également. Hein. Si on rentre un artiste comme ça avec un cachet dans une journée normale, je ne sais pas où la journée va aller, mais là, il faut sérieusement augmenter le ticket. C'est des groupes qui jouent aussi, là, les Muse, Indochine, Guetta, c'est des groupes qui jouent dans une sous-capacité aux Eurokéennes. Ils jouent devant 25 30 000, mais ils peuvent faire beaucoup plus, quoi. Donc c'est peut-être aussi une des caractéristiques qu'on a. Et puis il y a aussi le fait que, je pense, ces artistes-là, ils nous permettent aussi, on l'a bien vu, de faire venir des gens qui ne viendraient pas forcément aux Eurokéennes. Donc ils découvrent aussi un peu ce que c'est un festival. Alors, les autres scènes ne sont pas ouvertes, mais il y a quand même 2 groupes avant, on ouvre un peu le site, etc. Et puis on a des offres, des offres de prix qui permettent aussi peut-être de dire j'achète Guetta et puis je peux peut-être prendre un autre jour, par exemple, pour découvrir le festival. Et comme tu le disais, les goûts sont quand même assez larges maintenant, de plus en plus larges. Et peut-être qu'on peut écouter Guetta, et puis on peut écouter Kravitz, on peut écouter je sais pas qui, les Black Pumas, voilà quoi. Quels sont les changements, nouveautés et évolutions ? Disons, on a un site, nous on ne joue pas trop le total look, recovering et tout ça du festival, parce qu'on a un festival qui est quand même dans un endroit un peu particulier, et ce qu'on a envie de mettre en avant, c'est quand même la nature, l'eau, la flotte, les arbres, les prairies, c'est comme ça. Donc en fait, on a chaque fois une direction artistique, c'est une compagnie, enfin, des directeurs artistiques de Lille, et qui chaque année vient un peu relooker le site. Donc c'est eux qui travaillent en ce moment, mais ça on verra un peu la surprise. Il y a aussi le dimanche avec Guetta où on a une immense performance, puisque comme le festival, la journée s'orientait vers une ambiance un peu clubbing et tout ça, donc on a décidé de travailler sur un maquillage géant. On va essayer de maquiller entre 3500 et 4000 personnes. Ce sera sous le chapiteau, ce sera une vraie performance, animation, des personnages un peu fantasmagoriques, etc. Les gens pourront monter sur scène. On fait ça avec 2 écoles de maquillage Belfort-Mulhouse. Et c'est une vraie performance, il y a 60 maquilleurs, maquilleuses pour 4000 personnes. On a aussi des partenaires. Et ces partenaires-là, ils prennent le défi aussi de construire des espaces. C'est des marques
souvent de Soda ou d'autres, de lunettes, etc., qui vont aussi participer un peu au récit des Eurokéennes. On a agrandi l'espace devant la grande scène. On a agrandi aussi tout ce qui est ce qu'on appelle l'espace, la place des chefs. Pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que c'est moins coupé, ça fait une grande esplanade maintenant. C'est-à-dire depuis la place des chefs, on pourra voir la grande scène, etc. Donc tout ça, ça nous oblige bien entendu à changer un peu la disposition. Et puis après, on a des partenaires aussi qui viennent, de nouveaux partenaires sur la prévention santé, etc. chaque année. Donc en fait, on a une multiplicité quand même d'acteurs qui viennent, comme je te dis, participer un peu à, encore une fois, un nouveau récit. Mais chaque année est différente, vraiment aux Eurokéennes, entre celui qui a vécu celle de 2023, elle n'aura pas du tout la même que celle de 2024. Puis c'est son expérience propre, bien entendu, et puis ce qui vous arrivera, les rencontres, etc. quoi. Quels sont les artistes incontournables à programmer? Je vais parler le premier qui me vient à l'esprit, c'est un focus qu'on a fait cette année sur un style musical qui s'appelle le néo-péréo, en fait, qui est une musique originaire d'Amérique du Sud, plus précisément du Chili. En fait, donc il y a une sorte de reggaeton accéléré, voilà, avec un mélange d'électro assez poussé. C'est beaucoup la scène féminine qui s'est emparée de ce mouvement, même féministe, on va dire. Voilà, c'est un peu une réponse, parce qu'il y a effectivement il y a la musique, mais il y a aussi un message. C'est une réponse en fait au macho, on va dire sud-américain et notamment chilien. Genre, je fais un peu ce que je veux avec mon corps, t'as pas à me donner de leçons, donc mon corps m'appartient, donc entre guillemets, va te faire foutre, et je fais ce que je veux. C'est des paroles assez crues, assez rentre-dedans. Voilà, et donc on a invité, je suis parti au Chili pour notamment rencontrer des personnes par rapport à ça. Je suis parti sur un festival aussi pour découvrir la scène chilienne, mais j'ai rencontré des acteurs de là-bas, et notamment les deux, on va dire, créatrices de ce mouvement, qui sont Tomasa Del Real et DJ Liz. Voilà, ils sont très actifs dans ce mouvement, et c'est un mouvement qui est en train de, on va dire, je dirais pas révolutionner la musique en Amérique du Sud, mais en tout cas, c'est un vrai raz-de-marée là-bas, quoi. Et ça commence à arriver progressivement chez nous. Forcément, c'est arrivé par l'Espagne, parce que les paroles sont en espagnol, donc c'est monté on va dire, de l'Espagne, et ça commence à envahir un petit peu partout. Il commence à y avoir des soirées typées néo-péréo à Paris. Alors ça reste très underground, hein, ça reste dans des clubs, mais ça commence à monter pas mal. Et donc voilà, c'est la première fois qu'on va pouvoir voir ces artistes dans un grand festival européen. Alors il n'y aura pas que nous, il y a quelques festivals qui ont pris le pas derrière. Je parle par exemple Paléo, qui en découvrant notre programmation ont dit mais c'est quoi ça, et qui sont venus vers nous en nous disant vous avez les contacts et tout, et voilà, et donc ils vont jouer également à Paléo. Mais voilà, c'est un mouvement qui est vraiment en pleine explosion, donc c'est vraiment cool d'accueillir ça. Après, les coups de cœur musicaux, il y en a beaucoup, hein, tu vois. Moi, je suis ravi, je les pisse depuis des années. Il y a deux artistes que je pisse depuis des années qu'on n'a pas pu avoir à cause du Covid notamment, puis après à cause de la tempête. Le premier, c'est Black Pumas, voilà, qui est vraiment un de mes coups de cœur depuis 5 ans. Le premier album qui est sorti en 2019, je crois que c'est resté un de mes albums favoris depuis longtemps. Et dans un style très particulier, je parlerai d'Ailung, qui est vraiment un ovni dans la musique actuelle, qui est un collectif norvégien, danois, allemand, voilà, de musique folk, païenne, qui mélange aussi bien l'indie rock, l'indie pop, que la folk, que le metal, que plein de choses. 25 personnes sur scène, c'est un vrai spectacle. T'as aussi bien des chanteurs habillés en peau de bête, machin, avec des cornes, enfin, etc., que des guerriers avec des lances qui font les chœurs. Enfin, c'est un truc assez fou. J'ai découvert ça par hasard au Hellfest en passant devant la scène, connaissant pas du tout le groupe il y a assez longtemps, et en tombant dessus et en me disant mais qu'est-ce que c'est, et je suis resté scotché pendant une demi-heure parce que ça m'a embarqué, quoi. Et ça, c'est une belle découverte, mais il y a tellement de groupes. Il y a Fat Dog aussi, magnifique découverte, qui va sortir son album en septembre, et où il y a plein de singles qui arrivent progressivement. Et SCH, j'ai eu envie de le voir là aux Euros. Je pense que ce sera un assez grand moment, je pense, sur la grande scène. Je pense aussi, il y a des groupes aussi, il y a des groupes amis. Je pense c'est un groupe comme Manson Child, c'est un groupe de Colmar, c'est des amis à nous. Ça fait longtemps qu'ils défendent la cause de la pop. Là, ils viennent, et c'est vraiment, en tout cas, je trouve que c'est
c'est super pour eux. Pierre-Luc José qui est du coin, à mon avis, il y a quand même pas mal de gens qui attendent de voir ce qu'il va faire un peu sur scène. Non, il y a beaucoup de. Moi, je trouve en tout cas qu'il y a beaucoup de choses. Les Pretenders, c'est quand même cool de les revoir. The Breeders, par exemple, aussi. Enfin, ouais, je pense que c'est toujours un peu démago de dire qu'il y en a pour tout le monde, mais c'est ce que je pense en fait. Donc, les Breeders, c'est un pote à toi qui les a vus en Californie, qui nous a dit ah, c'est super, regardez, il nous a envoyé des vidéos, on a dit ouais, on a un peu discuté. Puis d'un coup, on a vu que finalement cette pop-là, elle était toujours un petit peu fraîche. Et on les a jamais fait. Et puis on les avait jamais fait, quoi, tu vois. Donc faut pas trop penser qu'on est là, nous, en train de dire bon, quel segment de population allons-nous toucher, hein. Ça marche pas trop comme ça, quoi. Hein. C'est plutôt un peu au coup de cœur, à l'équilibre général, quoi. À la fin, c'est vrai qu'on réajuste un peu. Une fois qu'on a les 3/4 de la programmation, on se dit tiens, qu'est-ce qui manque un peu ou qu'est-ce qui, tu vois, quand t'as un artiste pop sur la grande scène. Tu vas pas remettre un artiste pop sur la plage, par exemple. Tu essayes un peu de varier, puis c'est là que tu te dis, ah peut-être, tiens, effectivement, on n'a pas trop d'artistes reggae ou pas trop d'artistes métal. Tiens, là, c'est peut-être l'occasion de mettre ça, voilà, quoi. Mais sinon, c'est vrai qu'on part, c'est vraiment les coups de cœur, quoi. Formez-vous la relève des Eurokéennes? Il y a une dynamique qui se met en place pour savoir comment on va faire, effectivement, pour former soit les programmateurs, soit les managers de l'industrie du spectacle vivant. C'est pour ça qu'on accueille toujours beaucoup de stagiaires, c'est pour ça qu'il y a des contrats d'alternance, c'est pour ça par exemple aussi qu'on fait du recrutement, on le lance aujourd'hui. Donc nous on a aussi, c'est notre deuxième mission, c'est de faire en sorte effectivement qu'on arrive à nous remplacer bien et rapidement. Enfin, peut-être pas rapidement. Non, pas rapidement quand même. Il n'y a toujours pas de formation de programmateur, hein, ça n'existe pas. Hein. Il n'y a pas d'école de la programmation. Il n'y a pas de. Voilà, la programmation, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, quoi. C'est un ressenti, c'est une envie, c'est être curieux. Voilà, puis après, c'est une histoire de contact un petit peu aussi, quoi. Moi, je pense qu'il peut y avoir une école de programmation qui explique déjà un petit peu comment est le système global. À qui on achète, comment on achète. On voit bien maintenant que ce sont des métiers qui ont changé. Ça fait longtemps que tu es dans le boulot et tu vois bien que ce métier il a beaucoup changé, si tu veux, entre la programmation et toi et tes collègues de cette époque et maintenant les nouveaux, le milieu a complètement changé. Il n'y avait pas les Live Nation, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas les problèmes de sécurité, il y avait beaucoup de choses. Et donc je pense que ça peut se faire peut-être en alternance, etc. Avez-vous peur de laisser les Eurokéennes dans les mains de quelqu'un d'autre? On a déjà une association but non lucratif. Oui, on ne peut pas racheter une association. Voilà, bon après, on peut dire que tout peut se changer, mais pour l'instant c'est quand même un trésor qui ne nous appartient pas complètement. Hein. C'est une association, nous on est les metteurs en scène des décisions du conseil d'administration. Un conseil d'administration où il y a des personnes de la société civile, Mathieu Pigas le président, mais il y a aussi maire de Belfort, président du conseil départemental, on va dire des potes, des représentants de la société civile, comme je disais. Et puis c'est cet esprit-là finalement qui est défendu. Puis j'allais presque le dire, encore une fois sans démagogie, ça appartient quand même pas mal aussi à des mécènes, tout le monde il met un peu, le public aussi, etc. Pouvez-vous nous raconter des anecdotes du festival? On prend beaucoup souvent des exemples autour de Daft Punk parce que c'était un événement quand même d'accueillir Daft Punk aux Eurokéennes en 2006. On les a accueillis 2 fois, hein, une fois en 96 en DJ7 et en 2006 quand on les a accueillis, ils avaient choisi de faire un seul festival. C'était déjà hyper gratifiant qu'ils choisissent ces Eurokéennes. Ils avaient choisi parce que la programmation des artistes qui jouaient autour leur plaisait beaucoup et puis parce qu'il y avait cet historique avec les Eurokéennes. Et en fait, une anecdote qui était assez marrante, c'est qu'en fait, évidemment, quand on l'a annoncé, tous les journalistes, que ce soit locaux, nationaux, voulaient absolument interviewer Daft Punk. Le groupe ne donne pas d'interview. Et en fait, ce qui était assez marrant, c'est qu'avant de faire leur concert ou après leur concert, je ne sais plus, le groupe était installé en fait tranquillement dans une table, ce qu'on appelle le bar du boulot, qui était le bar pro à l'époque. Et voilà, ils étaient installés sans les casques, tranquillement, avec toute leur équipe, etc. Et en fait, personne ne les a remarqués. Du coup, même tous les journalistes qui étaient là n'ont pas vu que c'était eux, ne se sont pas rendu compte que c'était eux. Et ce qui était assez curieux, c'est qu'en fait,
avec eux, ils étaient venus avec Romain Duris, qui est un pote à eux de longue date, et tout le monde était sur Romain Duris, forcément, parce que lui, tout le monde le connaît, voilà, etc. Tout le monde connaît sa tête. Et donc, tu avais Romain Duris qui était un petit peu harcelé par tout le monde, et puis qui était plutôt tranquille, détendu, et qui répondait à toutes les photos, les sollicitations. Et juste derrière, tu avais les Daft Punk que tout le monde cherchait, qui étaient là, tranquille, en train de siroter un coup, peinard, en train de se fendre la gueule. Et, en fait, ça a marqué, c'était quand même assez marquant, quoi. Il y a quand même pas mal de gens qui viennent aux Eurokéennes, qui sont effectivement des stars, mais qui ne montent pas sur scène. Moi, je pense effectivement, il y a Johnny Depp qui est venu, voilà, Beyoncé qui est venu, Ben Harper là, qui joue au foot et tout ça. Enfin, il y a eu plein de... Et Jeff Buckley là, qui buvait des coups devant le concert de Page & Plant. Enfin bon, il y a toujours des trucs. Les Motorhead aussi, super cool, là, en robe de chambre. C'est sexy au milieu du pogo, devant les Chemical Brothers. Non, mais les en robe de chambre blanche avec des lunettes d'instituteur. Si vous deviez ressusciter un artiste pour le programmer aux Eurokéennes, lequel pourriez-vous choisir? Moi, je suis un fan des Beastie Boys. Pour moi, ça a révolutionné la musique quelque part. Et en fait, il y a 2 membres des Beastie Boys qui sont toujours là. Mais il y en a un qui est décédé d'un cancer. Et donc, le groupe a décidé de ne jamais se reformer. Je sais que j'avais essayé à l'époque, quand j'étais... on nous trouve de les faire dans un palais des sports à côté. Bon, je me suis fait gentiment remercier en disant, bon, de là à ce que les Beastie Boys arrivent jusqu'à Mulhouse pour jouer au palais des sports, ils auront fait quelques autres dates en France avant, mais bon, j'avais quand même tenté le coup, quoi. Bon, en tant que directeur, je dirais Prince. Bon, il avait fait une offre à l'époque, mais ça n'avait pas abouti. Et de façon très personnelle, très personnelle, moi, ce serait Bo Diddley, parce que je suis un fan absolu de ce mec qui est un des pionniers donc, du rock'n'roll, à qui on avait commencé à travailler et qui malheureusement on lui proposait un projet de rencontre avec des musiciens, je crois marocains. Ça avait commencé à matcher et puis malheureusement il est décédé peu de temps après. Quel est le concert le plus mémorable pour toi? Amy Winehouse, c'était quand même pas mal. Hein. Jay-Z aussi, c'était un concert incroyable. Ouais. Moi le concert de Booba, j'ai vraiment aimé. Puis il y a eu des moments aussi où c'est presque le public qui a été plus fort que l'artiste. Ça peut faire rigoler, mais la première fois qu'on a fait Big Flo et Oli, c'était incroyable sur le chapiteau. C'était un truc de fou, quoi. Vraiment, c'est un truc qu'on regardait, on se disait, mais c'est pas possible. Major Lazer sur la plage avec des gens dans les arbres. Enfin bon. Le concert d'Arcade Fire aussi était assez incroyable sur la grande scène, ou Radiohead. Enfin, il y a eu. Il y en a eu tellement que... La fois aussi où j'ai chanté sur la table au bar du boulot, je crois que c'était un des concerts mémorables. Ah, ça je m'en souviens. Je t'en souviens, ouais. C'est vrai, ouais, c'est pas mal. Ouais, ça c'était un truc qu'on m'a dit. Le trémolo était bien. Ouais, la fin était... Le début était difficile, mais la fin était mieux. Le trémolo quand tu as monté. Ouais, exactement. Plutôt platine d'ailleurs. Ok, merci messieurs. Merci. Merci à vous.